Bonsoir. La crise sanitaire liée à la Covid-19 suit toujours son cours un peu partout dans le monde et au Togo également. Et les stratégies se renforcent pour y faire face. Et nous sommes à l'étape de la vaccination sur le plan national. Et comme tous les vendredis désormais, nous allons tenter ce soir de faire le point donc de la stratégie vaccinale en cours, mais également découvrir l'impact psychologique de la crise que nous vivons sur les Togolais. Et ce sera donc avec nos invités du jour. Ce soir, nous avons sur ce plateau professeur Anoumou Dagna, qu'on ne présente plus dans cette émission, professeur de bactériologie, virologie, chef de laboratoire Covid au CHU Sylvanus Olympio, également membre du conseil scientifique. Professeur Dagna, bonsoir. Bonsoir Anita, bonsoir aux téléspectateurs et aux téléspectatrices de la TVT. Merci et merci encore une fois d'accepter notre invitation. C'est vraiment un plaisir pour nous de venir partager des informations sur Covid-19. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, professeur. Nous avons également le médecin commandant Malewe Kolou. Il est professeur agrégé en immunologie. Professeur Kolou, bonsoir. Bonsoir, Mme Anita. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Et merci également de revenir encore une fois sur ce plateau. Merci. Et nous accueillons, disons, une nouvelle venue sur ce plateau de cœur de la nation spéciale Covid. Alors, Madame Afiwa Agbobi, elle est psychologue, clinicienne de la santé. Madame Agbobi, bonsoir. Bonsoir, Madame Anita. Et merci d'être des nôtres aujourd'hui. Et nous espérons que vous reviendrez de temps en temps pour nous faire justement le point de l'impact justement de la crise que nous vivons, l'impact psychologique sur les Togolais. Donc, nous allons découvrir durant cette émission avec vous justement comment se comportent les Togolais face à la crise. Merci. Donc, Madame Agbobi, d'être avec nous. Alors, professeur Daniel, nous allons commencer avec, disons, la traditionnelle revue ou le point de la situation épidémiologique à ce jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, merci. On peut retenir que depuis 2 semaines, nous observons une baisse de nombre de cas de Covid-19 dans notre pays, contrairement à cette progression que nous avons obtenue en janvier, février, mars et même début avril. C'est une très très bonne nouvelle. Quand on regarde un peu le nombre de chiffres ces 2 dernières semaines, on se rend compte que le nombre de cas de l'épidémie commence suffisamment par baisser à Lomé. Parce qu'on s'est rendu compte que durant les 2-3 derniers mois, c'est surtout Lomé qui était l'épicentre, qui contient l'épicentre de l'épidémie, où nous pouvons observer jusqu'à 100, 150, voire un peu plus, dans une seule, 200 dans une seule journée. Les 2 dernières semaines, on est revenu à des chiffres vraiment bas, où on a parfois 30, parfois 60 cas à Lomé. Nous notons également qu'à l'intérieur du pays, les foyers que nous connaissons sont en train de s'éteindre. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Si nous continuons sur cette lancée, surtout cette semaine et les semaines à venir, on dira que nous avons amorcé, après le pic, nous avons amorcé la descente de l'épidémie et peut-être vers le contrôle de la maladie. Mais nous devons rester prudents et très vigilants, ne pas crier trop victoire et continuer par respecter les mesures qui nous permettent aujourd'hui d'observer cette baisse-là. En tout cas, on est très heureux, on est très optimiste par rapport à ces chiffres. Et professeur Kolou, on suppose que, disons, dans la sphère du corps médical, on commence par peut-être pas trop vite quand même, mais pousser un ouf de soulagement après ces mois de panique qu'on a observé. Ah oui, tout à fait, parce que c'était quand même devenu une grosse inquiétude pour le personnel de santé, où à un certain moment, presque dans tous les services, vous aviez des patients infectés qui attendaient d'avoir une place au CHR Lomé commune. Ça créait une certaine psychose au sein du personnel de soignants, qui aussi fait partie des personnes touchées. Et donc, ça entraînait une certaine
diminution de l'efficacité de ces personnels-là. Je pense que la diminution du nombre de cas, ça soulage aussi bien le personnel de santé que la population elle-même. Et je pense qu'il y a lieu de continuer par observer, en tout cas, les mesures qui ont permis jusque-là d'en arriver à ces résultats. Et professeur, justement, quelles sont les mesures qui nous ont permis d'observer aujourd'hui cette courbe ascendante après le pic? Parce que c'est vrai qu'on nous parlait, quand il y avait le pic, on nous disait qu'il y avait eu relâchement dans les mesures. Alors, est-ce que le Togolais respecte mieux les mesures barrières ou on a d'autres raisons qui expliquent cette baisse-là, ces chiffres qu'on observe? Merci. Alors, je pense que très tôt au début de l'année, nous avions incriminé les fêtes de fin d'année en disant que c'était les fêtes, mais on a pu comprendre avec l'évolution que les raisons de cette flambée étaient au-delà des fêtes de fin d'année. Et donc, on a compris que c'était lié à ce relâchement-là qu'on a observé dans le respect des mesures barrières. Et je pense sincèrement que, certes, on a commencé la vaccination, mais c'est trop tôt pour dire que la vaccination a eu un impact sur cette diminution. Mais c'est surtout les dernières mesures prises par le gouvernement en restreignant un tout petit peu les libertés en quelque sorte, c'est-à-dire les rassemblements surtout. Vous vous souvenez que des lieux de rassemblement avaient été nommément cités. Et au-delà de ça, il y avait les regroupements culturels, notamment les mariages, et puis le renforcement de l'observance des mesures barrières dans les lieux de culte. Je pense que c'est tout cet ensemble-là qui a permis, sans oublier bien sûr le renforcement aussi du groupe mixte de surveillance, et où on voyait que ces personnes-là qui rappelaient aux gens dans la rue le respect des mesures barrières avaient été encore plus visibles à la suite de ces mesures. Je pense que c'est tout cet ensemble-là qui a permis de pouvoir en tout cas, arriver à ces résultats que nous devons maintenir. Nous devons maintenir jusqu'à ce que, grâce à la vaccination, qu'on puisse quand même réduire au minimum la circulation du virus. Professeur, d'ailleurs... Oui. Juste compléter par rapport à ce que le professeur Koulou a dit, rappeler quelques faits saillants. Il y a la fermeture, l'accès à la plage est fermé. Il y a le groupe mixte de surveillance qui est visible et qui rappelle à nous tous, au feu tricolore, le respect des mesures barrières. Il y a les gens qui faisaient les fêtes les nuits, les boîtes de nuit clandestines. Clandestines qu'on a démantelées. Qui ont été démantelées. Il y a le renforcement de la surveillance des lieux de culte. J'ai appris même qu'il y a une église qui a été fermée parce que les gens ne respectaient pas les mesures barrières. Il y a les bars et les lieux de réjouissance dont l'ouverture est réglementée. On dit maintenant, les restaurants, c'est venir chercher ces commandes et aller repartir. C'est valable pour les bars. Toutes ces mesures, vraiment, ont permis d'avoir un impact sur la transmission du virus. Juste rappeler également que c'est trop tôt pour qu'on puisse parler de l'impact de la vaccination, parce qu'on n'a pas suffisamment de recul, il n'y a pas beaucoup de monde qui a été vacciné. Mais il y a un fait important qu'il faut souligner. On a commencé la vaccination par le personnel de santé. Et quand moi je regarde les chiffres des contaminations du personnel de santé actuellement, comparé à avant la vaccination, on voit qu'il y a une baisse. Ah oui, il y a une baisse de nombre de personnels de santé contaminés actuellement par rapport à avant. Est-ce que c'est lié uniquement à la vaccination ou à d'autres effets? Mais c'est quelque chose qu'il faut analyser, mais c'est important de le souligner
Parce qu'on sait maintenant que le vaccin ou les vaccins qui sont disponibles vont, si on est infecté, on va faire seulement la forme asymptomatique, c'est ce qui est démontré. Oui. Mais les nouvelles données montrent aussi que ces vaccins protègent, réduisent aussi le risque de transmission. Et donc, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que si nous tous, nous vaccinons, si on arrive à vacciner un grand nombre de populations, on va réduire le risque de transmission du virus. Et de toute façon, sans la vaccination, on ne pourra pas contrôler Covid-19. Et donc, on reviendra là-dessus. Mais c'est un fait que moi, j'ai regardé dans les chiffres, que je voulais souligner que le nombre de personnels infectés commence par baisser progressivement. Voilà. Et parce après qu'on la vaccination. Absolument. Et professeur, justement, professeur Kolou l'a souligné, il faut peut-être insister là-dessus. C'est vrai que les mesures restrictives ont permis justement d'avoir ces chiffres que nous avons aujourd'hui, mais il faudra maintenir ces mesures-là parce qu'au tout début de la pandémie, les mesures ont été prises, on les a respectées. À un moment donné, il y a un relâchement et on a eu la situation que nous avons vécue. Aujourd'hui, les mesures restrictives sont revenues. On voit également les résultats. Donc, il faudra les maintenir, qu'il n'y ait plus peut-être de relâchement pour peut-être laisser souffler les gens pour qu'on revienne encore à la case départ. Le respect des mesures barrières, qui sont tous des mesures de restriction, hein. Il faut qu'on se le dise. On sait que c'est difficile. Nous sommes des êtres humains. On sait que c'est difficile, on sait que c'est contraignant parce qu'on perd un peu de nos libertés. Il faut en être conscient. Mais nous avons vu, quand il y avait eu relâchement, ce qui s'est passé dans le pays. Les centres de prise en charge des malades Covid-19 étaient saturés. Nous qui sommes à l'hôpital, il y a des jours où on a des malades qui sont diagnostiqués positifs, mais on ne pouvait plus les transférer au centre de prise en charge de Covid-19 à Kégué parce qu'il n'y a plus de place. On les gardait dans nos hôpitaux. Donc, des centres de prise en charge ont été créés dans les... Quelques jours pour gérer temporairement le temps que quelqu'un ne se libère pour ce qu'on avait au CHR. On a vu le nombre de décès aussi augmenter pendant cette période. Et donc, c'est pour dire que le respect des mesures barrières est indispensable si nous voulons contrôler la maladie. Nous sommes sur une pente descendante actuellement. D'abord, il faut que ce chiffre soit maintenu. Faut que ça soit, si ce chiffre doit être maintenu, c'est que ce que nous avons fait pour arriver à ces chiffres, on doit continuer par les faire. C'est la seule façon de pouvoir contrôler l'épidémie pour l'instant. Les mesures barrières, nous devons continuer pour que d'ici peut-être 2, 3, 4 semaines, qu'on puisse arriver à un chiffre encore plus réduit. Merci beaucoup, professeur. Alors, au début de l'émission, on l'a rappelé, la crise, nous la vivons tous, mais nous la gérons de diverses manières et nous ressentons justement les impacts de la maladie de diverses manières. Alors, Madame Agobli, nous sommes avec vous. Vous êtes psychologue, clinicienne de la santé. Dites-nous, quels sont, on va dire, les nouveaux comportements nés chez le Togolais avec cette crise-là? Quel est l'impact psychologique de la crise sur le Togolais? Ok, merci Madame Anita. Effectivement, cet avènement de maladie à coronavirus est une situation inédite pour nous tous. Et ça nous a mis dans certaines limites restrictives de vie quotidienne. Et notre qualité de vie en dépend. Et donc, il y a plein d'impacts qui sévissent dans notre vie au quotidien. Déjà, si je prends la population en général, il y a ce sentiment de crise émotionnelle qui est là. Cette crise émotionnelle engendre souvent l'irritabilité chez certaines personnes et ça engendre des crises de colère et ça engendre également la dépression avec la mélancolie et suivi des idées suicidaires. Et actuellement, nous sommes avec
des cas de suicide qu'on nous signale tout le temps et nous pensons à des stratégies à mettre en place pour vraiment endiguer ce mal. Ça devient récurrent. Et donc, il y a chez certains malades ce ressenti, bon, d'être en face de la mort, surtout ceux qui ont fait des formes graves pardon, et qui ont transité par la réanimation. Voilà. Ce n'est pas facile pour eux. Nous avons écouté des témoignages sur les médias. Ça n'a pas été du tout facile et ils nous ont exhortés vraiment à prendre au sérieux cette situation. Et également, dans certaines familles, c'est le stress post-traumatique qui est là. Parce que nous sommes à plus d'1 an de cette maladie à coronavirus et il y a eu des décès. Oui. Et donc, cette manière inhabituelle d'inhumer nos morts a impacté profondément les familles. Oui. Il y en a qui sont actuellement dans le déni du décès de leur bien-être, Ben oui, de leur parce qu'on chair qu'ils ont on n'a perdu. pas vu la personne pour l'enterrer, du coup. Oui. Donc, il y a normalement dans nos coutumes, dans nos rites, il y a les soins mortuaires que nous faisons, il y a les derniers mots que nous adressons aux défunts. Cette participation aux cérémonies funéraires nous aide à faire le deuil de l'illustre disparu. Et tout ça là est coupé, donc du coup c'est comme on vit dans une certaine autarcie et ces manières ont engendré le stress post-traumatique qui est vécu de manière différente en fonction de chaque individu. Pour certaines personnes, ça va durer aussi longtemps que possible et ça va peser sur certaines personnes. Ça dépend du lien d'amour entre cette personne et la personne qui est partie. C'est ça. Pour d'autres, bon, ce sera quand même à moyen terme pour que ce stress post-traumatique se dissipe. Donc, sur un plan général, il y a eu cet impact-là qui met frein à notre liberté. Comme le professeur vient de le dire, nous vivons dans une restriction de nos libertés, nos existences sont perturbées et la vie au quotidien n'a plus de goût. Et puis bon, voilà. Alors, donc, Madame Agboubli, dites-moi, c'est vrai que vous êtes donc psychologue clinicienne. C'est vrai que vous avez l'habitude de recevoir des patients. Est-ce qu'avec donc l'avènement de la crise sanitaire, vous avez plus de malades et quand vous les consultez, vous vous rendez compte que le nombre de patients augmente parce que dû à l'impact justement de la crise que nous vivons? Si, on en reçoit. Il y a des gens qui manifestent même des troubles psychosomatiques, nous l'appelons. C'est-à-dire cette souffrance psychique qui engendre des maladies sur le corps. Il y a des gens qui manifestent des symptômes similaires aux symptômes de Covid. Mais c'est juste que c'est dans la tête. C'est juste que c'est dans la tête. Il y en a qui développent des idées délirantes, des hallucinations de tout genre, que nous référons quand même aux psychiatres, parce que ça ne relève pas de notre compétence. Donc, pour dire, en définitive, on en reçoit et qui montre réellement que cet impact est vraiment profond. Il y a des idées suicidaires. Bon, il y a des gens actuellement que nous suivons et qui ont déjà tenté de se suicider. Ils ont fait des tentatives de suicide. Juste donc parce que l'impact est vraiment profond. Vivable, on va dire. Avec cette crise économique, il y a des problèmes existants avant la situation. Oui. Ceci ne vient que fondre ces empirer différentes situations. Oui. Donc, voilà un peu. Il y a des patients que nous recevons qui manifestent ces symptômes-là et qui sont en lien direct avec cette pandémie. D'accord, Madame Agboubli, nous allons revenir tout à l'heure vers vous pour découvrir peut-être l'état psychologique justement des personnes qui ont fait la maladie, des personnes qui ont été guéries également. Mais professeur Koulou, écoutez Madame Agboubli, est-ce que vous doutiez justement de l'impact que la crise a sur les populations, l'impact psychologique?
En effet, bien sûr que nous doutons. C'est vrai que nous sommes préoccupés par la prise en charge directe des patients, si bien qu'on n'a souvent pas le temps de regarder derrière pour voir les personnes qui souffrent, les personnes collatérales qui souffrent, ceux qui ont perdu des parents, ceux qui, pour une raison ou une autre, ont dû donc rester en isolement ou en quarantaine pendant de longues périodes. Et donc, on pouvait se douter qu'il va avoir forcément un impact sur le reste de la population, que ce soit sur le plan psychique, mais sur le plan économique aussi, comme Mme Abobli l'a dit. L'impact économique va aussi avoir sa corollaire psychique aussi. Voilà, donc quand on n'arrive pas à se nourrir correctement tous les jours parce que à cause de l'impact de la Covid, sur le plan psychologique, on ne peut pas être bien dans la tête. Donc il y a tout cet engrenage-là de conséquences et il fallait s'y attendre. Mais je sais que les Togolais parfois sont forts, sinon parfois trop forts, et ils cachent même les symptômes. Les gens ne viennent pas forcément voir les psychologues. Ils n'ont pas cette culture. Ils n'ont pas cette culture. Ils se disent que aller voir le psychologue, ça signifie que je ne suis pas normal dans la tête, alors que c'est juste pour avoir un réconfort au niveau, avec l'entretien avec le psychologue, sur les pistes, comment aborder la situation pour pouvoir s'en sortir. D'accord. Et professeur Daniel, tout à l'heure, Mme Agboblia a évoqué, disons, peut-être les manifestations justement de cet impact psychologique. On a parlé de l'irritabilité, la colère. C'est vrai qu'on a l'habitude de rencontrer, de retrouver cette Togolais qui, pour un oui ou pour un non, vous insulte copieusement en cours de route. Mais on dirait que la maladie s'est aggravée ces derniers temps. Et peut-être que c'est dû à la situation ou pas, professeur? Non, c'est que je ne sais pas si un jour nous pourrons évaluer réellement l'impact de Covid-19 sur notre population, sur tous les aspects, que ce soit financier, psychique, sanitaire. Moi, d'abord, je voulais revenir sur l'impact par rapport à l'inhumation des défunts. L'interpellation vient tout le temps, on dit, mais la manière dont c'est fait là, nous, on ne participe pas, on ne sait pas. Des fois, les gens disent qu'ils voient de loin le défunt, ils ne sont même pas sûrs que c'est leurs parents. C'est traumatisant pour les gens. Donc, il faut qu'on soit conscient que on le fait selon les règles, les directives que les organisations internationales ont adoptées, que nous appliquons. Il faut l'aspect humain, peut-être, il faut qu'on le revoie. On le revoit, oui. D'autres impacts psychologiques, c'est chez des malades même. Il y a 2 jours, il y a une dame chez qui on a posé le diagnostic et on l'a appelée après, au téléphone seulement, pour dire on va venir vous voir. La dame m'a rappelé pour me dire mais je vais mourir, c'est parce qu'on va m'amener à Kégué, au CHR, aux communes, je vais mourir. C'est-à-dire que le fait qu'on l'a appelé seulement pour dire on va venir vous voir, c'est déjà pour elle, c'est parce que c'est tellement grave, c'est parce qu'elle va mourir. Donc, il y a beaucoup d'impact psychologique sur cette maladie. Et comme vous l'avez dit, les agressions verbales dans la rue se sont multipliées. Parce qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier aussi le niveau socio-économique. Le niveau économique surtout qui a baissé. L'impact économique de Covid, attention, c'est important. Énorme. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Il y a des gens qui ont eu des réductions de salaire. Si nous prenons les bars, les restaurants, mais il y a plusieurs mois que ces gens ne travaillent pas. Donc, cet impact économique va forcément agir sur votre comportement de tous les jours. Dans certains pays, quand on a fait le confinement,
au décours du confinement, les divorces ont explosé parce que les gens sont restés confinés sur le ils ont même pris site. l'habitude de rester tous les gens temps n'ont pas, ensemble. Il y a eu des viols, il y a eu des violences physiques, des divorces. Bon, nous, heureusement, nous, on n'est pas arrivé jusqu'à ce point parce qu'on n'a pas eu de confinement strict. Mais l'impact de Covid est très important sur nos populations, les populations togolaises et sur la population d'ailleurs. Oui. Madame Agbobli, justement, quand on parle d'impact psychologique, il faut peut-être évoquer disons, ce comportement que, justement, professeur Daniel vient d'évoquer, des personnes même qui sont dans le déni. Ces personnes-là, quand on leur dit que vous êtes positive, elles vous disent non, 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 moi je ne fais pas Covid, c'est pas Covid, c'est juste le palu et tout ça aussi, c'est un impact psychologique ou pas, Madame Agbobli? Oui, oui et non à la fois. Et parce que nous avons des personnalités différentes. Si déjà le mécanisme de défense de la personne est basé sur le déni, il ne fera qu'évoluer dans ça. Dans le déni. Donc, ce n'est pas la COVID qui l'a amené à ça. Il y a d'autres, ça a tellement stressé, ça a tellement fait peur que ils ne veulent même pas y penser. Dise que, voilà, et déjà, y penser, c'est comme ça s'incruste dans leur appareil psychique et ça va leur faire peur. Donc, pour fuir, c'est comme un évitement. Ils ne veulent même pas y penser. Voilà. Ils adoptent ce comportement de déni. Il y a aussi d'autre part, d'autres aussi qui sont dans le déni, comme je l'avais évoqué, par rapport au décès. Il y a certains qui sont dans ce déni-là, de la disparition de leur bien-aimé. Et donc, ce déni, on le transpose sur la maladie. On ne veut même pas prononcer le mot Covid parce qu'on est irrité contre tout le monde, contre la maladie. Et on ne veut plus accepter que ça existe parce que ça leur a tellement fait du mal que... Et peut-être on voit même des complots partout pour dire la maladie n'existe pas, on a juste voulu m'arracher la personne chère en disant que c'est Covid en fait. Oui, donc il y a plusieurs propos. Donc c'est ce que je peux dire, c'est oui et non à la fois. Ça dépend du type de personnalité du sujet. Voilà. Mais sur un plan général quand même, ça a tellement fait peur que les gens ne veulent même pas. Ils savent bien, mais ils ne veulent pas prononcer le nom. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Madame Agbobli. On reviendra, on va évoquer encore cet aspect psychologique, mais nous allons évoluer pour parler justement de l'autre phase de la lutte contre la pandémie, la vaccination qui a démarré depuis plusieurs semaines déjà dans le Grand Lomé, élargi à tout le territoire national. Et depuis lundi, disons qu'une autre phase de la vaccination a démarré, la vaccination de masse, on va dire, avec l'ouverture des stades pour accueillir plus de personnes à être vaccinées. Nous allons essayer de suivre d'abord ce reportage qui nous fait le point de la campagne de vaccination justement au stade de Kégué et au stade d'Agoué, et nous revenons sur ce plateau. Des équipes de vaccination dans les stades de football du Grand Lomé. Cela s'appelle des vaccinodromes. C'est la nouvelle disposition du gouvernement togolais pour mieux vacciner la population contre la COVID-19. Depuis lundi 19 avril 2021, tous les citoyens de plus de 30 ans sont appelés à se faire vacciner. Sur les nouveaux sites dédiés à la campagne, tout est mis en place pour mieux prendre en charge les candidats à la vaccination. En plus de ce que nous faisons comme suivi des mesures barrières, nous aidons le personnel de vaccination dans ce qu'ils font, dans l'orientation des citoyens qui viennent. Ils doivent passer d'abord par telle étape, s'asseoir, se patienter, attendre que l'autre quitte d'abord avant qu'il ne soit servi. Nous avons 4 équipes de vaccination. Quand la population arrive, ils vont passer par 3 grandes étapes. La première étape, c'est au poste d'enregistrement manuel et digital. Après, ils vont passer au poste d'injection et ils vont finir au poste d'observation. Ils vont passer 15 minutes, on va les observer avant de rentrer. Komlan et Samadou
ont répondu à l'appel du gouvernement. Ils apprécient unanimement la nouvelle stratégie de vaccination mise en place. Ce matin, nous sommes venus pour prendre des injections pour éviter la contamination de Covid-19. Bien, ça s'est bien passé. Ce que le gouvernement a fait, ça nous a aidés. C'est un effort que le gouvernement a fait pour déployer le service médical sur beaucoup de sites publics, même à Lomé et à l'intérieur. Donc j'invite tout le monde à venir se faire vacciner. D'un site à l'autre, au stade d'Aguagneve, l'ambiance est presque la même. Malgré l'affluence des candidats, les équipes de vaccination tiennent le coup. Nous ici à Aguagne, tout se passe bien. Nous avons les vaccins disponibles, tout le matériel qu'il faut pour la vaccination. Les femmes et les hommes, ils arrivent en bon nombre et on les reçoit par ordre d'arrivée et ils sont repartis satisfaits. Dans l'ensemble, le travail se passe très bien. Voyons qu'il y a vraiment un engouement de la population par rapport à cette campagne de vaccination. Nous sommes en train de voir avec les autorités compétentes s'il ne faut pas chercher un autre site de vaccination pour désengorger les deux sites au niveau de la préfecture d'Aguagneve. D'une façon générale, ce que nous pouvons demander à la population, c'est de se faire enrôler en ligne avant de venir pour la vaccination. Davidi, les frères Smaïla sont arrivés ici pour recevoir leur dose de vaccin anti-Covid-19. Pour eux, le déplacement en vaut la peine. Nous sommes bien conscients que le Covid-19 existe et qu'il faut se vacciner. Nous disons merci à nos autorités, nous disons merci au chef de l'État pour tout ce qu'il a fait afin que cette vaccination puisse être effective. Il faut que tout le monde fasse l'effort de se faire vacciner. Et c'est partant de cela que nous pouvons continuer nos activités habituelles. Pour l'État, il faut vraiment féliciter l'État. L'État a pris vraiment sur lui de montrer à la population qu'il est avec la population. Donc nous félicitons vraiment l'État. Le gouvernement veut gagner le pari, parvenir à une immunité collective appréciable. Reste que la population adhère davantage à la dynamique. Voilà, donc nous sommes de retour sur ce plateau. Professeur Dagnan a écouté les Togolais qui exhortent les autres à se faire vacciner. On va dire que le pari n'est pas complètement gagné, mais il faut dire qu'une bataille a été gagnée. Si le Togolais aujourd'hui adhère déjà à cette initiative. Nous devons continuer par sensibiliser la population en lui disant les bienfaits de la vaccination contre Covid-19. C'est sûr qu'il y a encore quelques sceptiques pour diverses raisons, mais ce qui est indéniable, ce qui est sûr, sans la vaccination, on ne pourra jamais éliminer Covid-19. La preuve, Covid-19 a commencé en janvier en Chine, arrivé au Togo et sur le continent africain en mars. Qu'est-ce qu'on observe? C'est des pics, après ça revient parce que mesures barrières, on relâche, ça monte, on renforce les mesures, ça diminue, on se relâche, ça revient. Il y a plein d'activités qu'on n'arrive plus à faire. Les églises ouvertes à moitié, les bars qui sont réglementés. C'est pareil dans tous les pays. Les Européens ont essayé, ils ouvrent un peu. Après, l'épidémie monte, on ferme. On ferme, il y a confinement. Il y a confinement, reconfinement, reconfinement. Ça veut dire, sans une autre nouvelle mesure ou un autre moyen supplémentaire en dehors du respect des mesures barrières, on ne peut pas éliminer Covid-19. Voilà. Donc, c'est la vaccination, en plus des mesures qui existaient déjà, c'est la vaccination qui peut nous permettre, un jour, dans 6 mois, dans 1 an, de mettre fin à cette épidémie. C'est pour cette raison, j'exhorte notre population, la population togolaise, à adhérer massivement à la vaccination.
parce que c'est notre seule porte de sortie pour Covid-19. Il n'y en a pas d'autre. Si on n'atteint pas l'immunité collective, on ne pourra pas éliminer Covid-19. On ne pourra pas reprendre nos activités habituelles. On ne pourra pas vivre comme avant Covid-19. Alors qu'on veut revivre comme... Si nous voulons retrouver nos activités, les bars, les boîtes de nuit, les festivités, les mariages, vivre naturellement, il faut qu'on se vaccine. Voilà. C'est la seule solution. Ah ben oui. Alors, professeur Kolou, vraiment, justement, le Togo a commencé sa stratégie vaccinale. Alors, avant de parler justement de cette phase qui a commencé depuis lundi, dites-nous quel a été un peu le chemin parcouru, quelles ont été les difficultés rencontrées, comment le gouvernement a essayé de s'adapter avant qu'on arrive justement aujourd'hui à ouvrir les stades pour accueillir plein de monde pour se faire vacciner. Alors, il faut dire que déjà avant qu'on ne commence par vacciner, les difficultés étaient là, puisque on ne savait pas dans un premier temps quel type de vaccin on pourrait donc recevoir, puisque c'était une course derrière donc les quelques doses de vaccins qu'il y avait. Oui. Alors que les vaccins étant différents, les conditions de conservation, le schéma vaccinal, tout ça varie en fonction du type de vaccin. Et maintenant, une fois que nous avons eu donc l'occasion de recevoir les vaccins AstraZeneca, on a été confronté à deux autres types de difficultés. Voilà. Ce sont les anti-vaccins. Et nous retenons qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, en particulier WhatsApp, ça semble avoir fait plus de mal que de bien, puisqu'il n'y avait que des fake news qui circulaient sur WhatsApp, et ça circule plus vite que les vraies informations. Et puis, au-delà de ça, nous n'avons pas été aidés aussi par la campagne médiatique sur les effets secondaires du vaccin. En particulier avec le vaccin AstraZeneca. Il y a eu beaucoup d'allers et de retours. Au départ, on nous a dit que c'est un vaccin qu'on devait utiliser chez les personnes de moins de 55 ans. Après, on nous dit que non, c'est plutôt chez les plus de 55 ans. Et donc, les informations allaient dans tous les sens. Il fallait gérer toutes ces informations. Mais au moins, ce qu'on peut retenir, c'est que tous ces effets décriés, nous n'en sommes pas à ce niveau. Nous avons eu à vacciner avec AstraZeneca et nous n'avons pas observé les effets qui étaient donc décriés. Donc, on a quand même réussi à pouvoir, avec difficulté, faire adhérer quelques personnes. Mais déjà, le personnel de santé, c'était difficile. Oui. Mais quand on a expliqué, finalement, beaucoup se sont vaccinés. La majorité du personnel de santé s'est fait vacciner. Oui. Et je pense même que ça a été l'une des raisons qui a motivé aussi le reste de la population à adhérer pour se faire vacciner. Et d'ailleurs, on a vu que lorsqu'on a fait une petite pause technique pour réorienter la stratégie, on a constaté que la population était demandeuse. Les gens venaient, elle a réagi, elle était impatiente. Pour se faire vacciner, mais qui ne trouvaient pas de dose. Donc, bon, je pense qu'il y a eu des difficultés, mais tout doucement, on a réussi quand même à les remonter avec beaucoup de célérité. Voilà, et on est à l'étape où nous sommes aujourd'hui avec les vaccinodromes, donc, installés dans les stades de football. Alors, Madame Agobli, est-ce que, parlons justement de la vaccination, est-ce qu'il a fallu faire un travail psychologique également sur peut-être le personnel soignant, mais également sur les populations pour amener les gens à accepter justement cette stratégie vaccinale? Oui, tout à fait. Un travail psychologique a été fait en amont.
parce que les gens développaient toujours cette peur de la désinformation, de la sous-information. Et donc, il fallait les amener à accepter d'être informés d'abord et puis les amener tout doucement à comprendre et à accepter. Et l'atout était que nous tous, nous tous qui sommes le corps soignant, qui étions vaccinés, nous étions l'exemple pour la population. Et donc, on s'est beaucoup plus aussi basé sur ça pour les amener tout doucement à comprendre, à accepter et puis à décider. Parce qu'il faut quand même donner un temps à la personne de réfléchir à ce que tu lui as dit. Et prendre la décision. De prendre la décision. Et je vous avoue qu'on a eu des résultats avec ceux-là qu'on a abordés. Bien sûr, il y en a qui sont en période qui sont indécis pour le moment, qui cherchent à être encore informés plus davantage. Oui, à être informés et décider. Et le travail continue. Donc, nous avons vu nécessaire ce travail psychologique-là pour amener les gens à vraiment adhérer, puisque c'est notre solution ultime devant cet événement drastique qui s'est répandu dans le monde comme une traînée de poudre. Voilà. Et donc, il faudra vraiment que chacun prenne peut-être sa responsabilité, justement, pour venir à bout du mal. Alors, professeur Daniela, on a commencé la vaccination. Au début, l'une des raisons évoquées justement par les indécis, les sceptiques, ce sont les effets secondaires, peut-être les autres maladies que le vaccin pourrait leur causer. Alors, depuis près d'un mois, alors que la vaccination a débuté, est-ce qu'on a enregistré des effets secondaires, graves ou pas graves? Alors, comment cela se passe? Oui, donc au Togo, on a mis en place un système de surveillance et de traçage de ce que nous appelons des effets secondaires, qu'ils soient mineurs ou graves. Donc, sur chaque site de vaccination, il y a d'abord, quand vous venez pour vous faire vacciner, on vous explique comment ça va se faire. On vous explique aussi si vous avez des signes après, si vous ressentez quelques signes après, comme la démarche à suivre, c'est de retourner dans la formation sanitaire où vous avez été vacciné. Et donc, on a obtenu ce que nous appelons beaucoup d'effets secondaires, mais mineurs. Mineurs, ce sont les effets secondaires qu'on a classiquement quand on se vaccine pour en utilisant n'importe quel vaccin, notamment la fièvre. C'est logique. Les maux de tête, c'est logique. Courbature, c'est normal. Ça veut dire que mal à l'endroit où on vous a piqué, c'est tout à fait normal. Ça, c'est ce que nous appelons des effets classiques transversaux pour toute vaccin. Si on vous vaccine et que vous n'avez rien du tout, non, c'est pas très bon. Bon, il y a eu des gens aussi qui n'ont rien ressenti, c'est pas grave. Mais la plupart des gens, comme moi qui suis ici, moi j'ai fait la fièvre, j'ai pris paracétamol. Il y a des gens qui ont eu des maux de tête. Donc, on a eu beaucoup d'effets secondaires tout à fait mineurs, ce qui est tout à fait normal. Il y a eu quelques effets secondaires un peu plus graves qui ont été recensés, mais le système de santé qui est mis en place a permis de les prendre en charge. Les gens disent qu'ils ont eu des douleurs thoraciques. Il y a quelques personnes qui se sont évanouies, quelques cas rares, mais ces gens ont été pris en charge et tout le monde s'en est bien sorti. Donc aujourd'hui, on peut dire que nous avons vacciné plus de 160 000 personnes aujourd'hui au Togo. Dieu merci, tous ceux qui ont eu quelques effets un peu plus indésirables, quelques effets un peu plus graves, ont été pris en charge correctement et tout se passe très bien. D'accord. Alors, professeur Koulouma... Et je rappelle que ces effets secondaires qu'on a eus là, quel que soit le vaccin qu'on va utiliser. Il y a ces effets. Aujourd'hui, c'est AstraZeneca qu'on est en train d'utiliser. Voilà. On vient de recevoir le vaccin Sinovac qui vient d'arriver, qu'on va commencer par utiliser. On recevra le vaccin Pfizer qu'on va utiliser. On recevra le vaccin Johnson & Johnson.
on aura ces effets secondaires mineurs pour tous ces vaccins. Voilà. Donc, Et on note que le bénéfice que nous tirons en nous vaccinant est largement supérieur à ces quelques effets secondaires mineurs qu'on observe pour tous les vaccins. D'accord. Merci beaucoup, professeur Dagnan, d'avoir justement évoqué les différents types de vaccins. Alors, professeur Koulou, je voulais justement vous demander, vous poser la question. On a AstraZeneca qu'on a tous reçu. Aujourd'hui, on reçoit encore une autre dose, un autre vaccin. Alors, expliquez-nous un peu le processus. Est-ce que c'est la même chose qu'AstraZeneca ou comment cela va se passer? Alors, les différents types de vaccins, la finalité, c'est que ça puisse permettre de fabriquer des anticorps pour lutter contre le coronavirus, le même coronavirus. Même si les stratégies de fabrication des vaccins sont différentes. Alors, le vaccin AstraZeneca, le vaccin Johnson & Johnson, c'est en fait un virus qui n'est pas dangereux pour l'homme, qu'on prend, et on met à l'intérieur l'information qui va permettre de produire les anticorps contre le coronavirus. Pour le vaccin Pfizer qu'on va recevoir aussi, là, c'est l'information qui est directement emballée dans des molécules de graisse. Voilà, c'est le procédé de fabrication. Dans tous les cas, il va donner aussi l'information pour fabriquer des anticorps contre le même coronavirus. Mais quant au vaccin Sinovac qu'on a aussi reçu, c'est le virus lui-même, mais qui a été complètement tué, donc il n'est pas capable de produire une infection. Et il faut dire que c'est des procédés qui sont différents, mais comme j'ai dit, c'est la même finalité. Et même les autres vaccins qu'on a l'habitude d'utiliser contre la tuberculose, contre la fièvre jaune, utilisent aussi les mêmes procédés. D'accord. Donc, professeur Dayan, il faut peut-être rappeler aux populations qu'il n'y a pas de crainte à ce qu'on vous administre AstraZeneca, Johnson & Johnson et autres. Parce qu'il ne faudrait pas que la polémique commence par être soulevée parce que les autres auraient eu AstraZeneca et d'autres ont d'autres vaccins. Tout à fait. Alors, tous les vaccins que nous venons de citer, AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, Johnson & Johnson, tous ces vaccins sont efficaces. Et tous ces vaccins, comme l'a dit le professeur Koulou, vont entraîner l'organisme à produire des anticorps qui vont nous protéger contre une éventuelle infection au Covid-19. Donc, le choix de l'un ou de l'autre vaccin n'est pas nécessaire. Si nous allons dans un site de vaccination, le vaccin qui est disponible, on le fait, on nous l'administre, parce que tous ces vaccins sont efficaces. Et tous ces vaccins vont nous permettre de nous protéger. Voilà. D'accord. Alors, professeur, il faut rappeler également justement la cible de cette opération de vaccination. On a commencé avec les personnes de 50 ans et plus, et avec certaines personnes avec des comorbidités. Aujourd'hui, nous sommes arrivés aux personnes de 30 ans et plus. Oui. D'abord, on a commencé avec le personnel de santé. Oui. Heureusement, on a eu une bonne proportion du personnel de santé qui a été vacciné. Et professeur, il faut rappeler donc que c'est le Togo qui peut-être, bon, on ne va pas dire bat le record, mais quand même, son personnel de santé est à majorité vacciné. Le Togo a un très bon pourcentage de personnel de santé vacciné comparé à d'autres pays dont je ne veux pas citer ici. Mais nous avons une très bonne proportion de couverture vaccinale chez le personnel de santé. Peut-être c'est ça aussi qui a donné le déclic, qui a rassuré toute la population pour dire que nous aussi, on peut y aller. Donc après le personnel de santé, c'était ceux qui avaient plus de 50 ans ou alors qui avaient une comorbidité qui étaient invités à aller se faire vacciner. Et comme les doses continuent par arriver, on a baissé maintenant jusqu'à 30 ans. Ceux qui ont 30 ans et plus peuvent aller se faire vacciner.
l'idéal, c'est que il faut qu'on arrive à vacciner 60% de la population togolaise pour avoir ce que nous appelons l'immunité collective. Et donc, progressivement, les 30 ans, on aura à baisser également, si nous recevons encore suffisamment de doses, on aura à baisser jusqu'à 20 ans, c'est la stratégie qui est mise en place, et peut-être encore moins, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que les pays, si je prends par exemple Israël, Israël est en train de mettre une stratégie en place pour vacciner même les enfants. Voilà. Les États-Unis ont baissé l'âge de la vaccination à 12 ans aujourd'hui. C'est toujours pour couvrir le maximum de la population. Parce que quand on regarde aujourd'hui la liste de ceux qui sont infectés par le VIH, on voit qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont infectés aujourd'hui, ce qui n'était pas quand, au tout début, ce n'était pas comme ça. Maintenant, on voit que les élèves, il y en a beaucoup qui s'infectent. Voilà, et ils sont de moins de 30 ans. Ben, écoute, les élèves, c'est 10 ans, c'est 12 ans, c'est 11 ans. Ils sont... Mais heureusement, globalement, eux, ils n'ont pas de signes graves. Mais ils rentrent à la maison, il y a les parents. Ils peuvent infecter, donc on ne peut plus respecter les mesures barrières à la maison comme si on était dehors. On baisse un peu la garde et les parents sont infectés et eux, ils font des formes graves. Donc, il faut qu'on réfléchisse également à voir progressivement, pas tout de suite, à voir progressivement comment est-ce qu'on fait pour arriver à l'immunité collective pour tout le pays. Donc, pour l'instant, ceux qui ont plus de 30 ans sont invités à aller se faire vacciner dans le but d'augmenter notre couverture vaccinale. D'accord. Oui, professeur Kolo. Oui, justement, en fait, on entend des personnes nous poser des questions. Moi, je suis passé sur les sites de vaccination, de voir si ils ont telle ou telle maladie. Moi, je suis hypertendu, moi, j'ai telle. Est-ce que je peux me faire vacciner? Justement, ce sont ces personnes-là qui ont des comorbidités, comme on dit, qui sont, en fait, qu'on avait privilégiées au départ. Voilà. Qu'on avait privilégié au départ parce que c'est ces personnes qu'il faut protéger en premier pour les empêcher de se contaminer parce qu'une fois contaminés, ils risquent de faire des formes graves. Mais maintenant, au-delà de ces personnes, toute personne qui a plus de 30 ans sans même comorbidité a aussi le droit d'aller se faire vacciner. Donc c'est cette précision que je voulais donner. Le seul bémol, c'est que quand on est en train de souffrir d'une maladie aiguë, on a une fièvre en cours, on est malade, en ce moment-là, il faut décaler la vaccination. Il faut se faire traiter, être sain avant d'aller se faire vacciner. Tout absolument. Voilà. Alors, professeur Kolo, justement, parlons disons, peut-être des effets du vaccin. Est-ce que depuis que la stratégie vaccinale a été mise en place, vous avez déjà rencontré des cas de personnes qui ont été déjà vaccinées, mais qui ont été testées positives? Oui, ça arrive qu'une personne se fasse vacciner aujourd'hui et que demain, on puisse la tester positive. Mais ça veut dire tout simplement qu'elle a été au contact du virus bien avant d'être vaccinée. Mais ce n'est pas parce que la personne a le virus et qu'on l'a vaccinée que son test est positif. Ce n'est pas le virus qu'on a injecté comme vaccin qui a causé la positivité. La personne avait déjà le virus ou s'est contaminée parce que le vaccin n'a pas encore eu le temps de faire son effet, ça peut arriver, mais en aucun cas le vaccin n'aggrave l'état d'une personne qui aurait déjà le virus dans son corps. D'accord. Professeur Daniel. Oui, pour aller dans le sens de ce que le professeur Kolo a dit, quand on se vaccine aujourd'hui, pour avoir les anticorps protecteurs, il faut au minimum 15 jours. Okay. Ça veut dire que quelqu'un qui est vacciné aujourd'hui, il faut 15 jours pour qu'il soit protégé. S'il rencontre le virus, 5e jour, 6e jour, et qu'il fait un test, il peut être positif. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, ce n'est pas parce qu'on est vacciné
si on va faire un test de dépistage, qu'on va devenir positif. Non. Parce que, comme le professeur Kolou l'a dit en expliquant les différents types de vaccins, on ne donne pas le virus vivant qui va créer la maladie. Tout ce qu'on donne, c'est un morceau, ce que nous appelons une information, qu'on donne à l'organisme pour que l'organisme développe les anticorps. Donc, la vaccination ne donne jamais un test positif de Covid chez quelqu'un. Il y a des gens qui ont été vaccinés, ils sont venus me voir, je vais voyager. Si je fais le test, est-ce que je ne vais pas devenir positif? Pas du tout. La vaccination n'est pas une source de positivité de test de Covid-19. Si vous êtes positif, c'est parce que vous avez été en contact avec le virus avant la vaccination. Et on sait aussi que au tout départ, qu'est-ce qu'on disait? Que les vaccins protègent contre les formes graves de Covid-19. Ça veut dire que si vous êtes vacciné, même en ayant des anticorps, vous pouvez contracter la maladie. Mais vous n'allez pas faire des formes graves pour aller se retrouver à l'hôpital. Vous pouvez faire des formes mineures ou des formes asymptomatiques. On peut vous faire un test et vous retrouver positif. Voilà. Mais ce n'est pas le vaccin qui fait ça. C'est parce que vous avez été en contact avec le virus. Maintenant, on a plus de données. On sait que 95% des gens qui sont vaccinés n'auront plus la maladie. On le sait. La vaccination réduit le risque de transmission de la maladie. Donc, en résumé, si vous êtes vacciné, le vaccin ne vous donnera jamais un test positif chez vous. Vous devez faire les tests avant de voyager. La preuve, la plupart des gens qui viennent aujourd'hui par l'aéroport international sont vaccinés, ils reviennent, leur test est négatif. Voilà. Donc, d'où l'importance justement de rappeler que malgré le fait qu'on soit vacciné, il faut également respecter les mesures barrières. Il faut respecter les mesures barrières parce que, comme on l'a dit, on peut être vacciné et être contaminé et faire la forme mineure. Il ne faut pas oublier aussi que, comme si vous suivez, il y a d'autres formes de virus qui circulent, que nous appelons des variants. Des variants qui circulent. Voilà, donc c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on continue par faire les tests à l'aéroport. Les gens disent, mais les gens sont vaccinés, ils veulent revenir, vous leur faites encore des tests. On dit oui, parce qu'ils peuvent venir avec des variants. Et ils nous contaminer tranquillement ici. Non, donc il faut continuer la surveillance aussi des variants. Donc maintenir le test à l'aéroport pour l'instant. Comme d'ailleurs dans tous les pays. C'est seulement quand les gens arrivent au Togo qu'ils se plaignent. On leur fait le test. Quand ils vont ailleurs, où on leur fait les tests, on met la France vient de décider, même pour l'Inde, si vous venez de l'Inde, vous rentrez en France, on vous fait le test et on vous met en quarantaine pendant 10 jours. Les gens sont contents, ils vont. C'est en France. Mais quand tu arrives au Togo, on te fait les gens disent pourquoi. Le Togo exagère. Non. C'est la stratégie pour justement pour lutter contre la maladie. Il y a une décision qui est prise ici, on trouve que c'est mauvais. Les gens font la même chose ailleurs. On trouve que c'est les gens trouvent que c'est bon. Alors, Madame Agobli, je reviens à vous justement pour parler toujours de la prise en charge et tout. Alors, on a évoqué ces personnes, toutes ces personnes qui ont peur, ces personnes qui peut-être présentent des signes, enfin des réactions justement par rapport à la situation. Mais dites-nous, quel est l'état psychologique des personnes qui ont fait la maladie, qui ont été guéries, et qui maintenant, peut-être se retrouvent dans leur environnement, mais peut-être subissent une sorte on va dire, de déni de la part de leur population, de rejet de la part de leurs proches. Alors, comment ces personnes-là, vous les aidez justement à revivre normalement, on va dire? Merci beaucoup pour la question. Effectivement, la situation des personnes guéries a toujours considéré dans la lutte de cette pandémie. Ce n'est pas parce que la personne est guérie qu'elle est laissée de côté, on s'occupe des malades et des autres, non. Il y en a qui vivent de terribles situations. Il y a des cas qui nous sont signalés où la personne est réduite à la maladie. On ne l'appelle plus par son nom. C'est telle personne Covid ou bien la maison des Covid et autres là. Tout ça là, c'est des formes de discrimination. Il y en a même chez qui, c'est-à-dire qui sont dans une activité
peut-être lucrative, qui est commerçant et autres là. Les gens dans certaines contrées ne veulent même plus s'approcher de cette parce que la personne a fait Covid. Et c'est un vécu douloureux, je vous avoue, c'est un vécu douloureux. Et c'est d'ailleurs dans cette population aussi, on voit certaines personnes qui se suicident. Parce que la société ou bien la famille ne les accepte plus. Et donc, nous organisons souvent des visites à domicile. Surtout quand des cas nous sont signalés. D'ailleurs, on a un numéro standard, les psychologues. Peut-être après, je peux vous le transmettre pour tout besoin. Donc, quand il y a des cas qui nous sont signalés, on va à la maison pour voir, en tout cas, analyser la situation qui prévaut et voir ce qu'on peut faire. D'autres, ce n'est pas que la famille les rejette, mais c'est eux-mêmes qui s'isolent. Il y en a certains qui s'isolent, qui sont en retrait des relations familiales parce qu'ils ont cette gêne-là d'avoir contracté la maladie. Ils ont peur, ils ne sont pas sûrs qu'ils sont guéris. Et ils ne voudraient pas être encore source de contamination pour les autres. Il y a certains personnels soignants même qui ne sont pas sûrs qu'ils sont guéris. Et après leur libération de l'hôpital, qui préfèrent suivre encore quelques jours de quarantaine chez eux. Et donc, on ne peut pas cerner tous les cas quand même, mais c'est ceux-là qui nous sont signalés, dont on s'occupe. Donc, les personnes guéries sont vraiment à reconsidérer, parce qu'il y a cette peur-là d'être recontaminé et il y a quand même certains qui poussent un ouf d'avoir échappé un peu à la mort, on va dire. Oui, à la mort, entre griffes. Mais il y a cette peur aussi qui reste, qui est là. Il y a une angoisse, une certaine angoisse qu'ils manifestent, mais qui se résout dans le temps parce qu'il faut les rassurer, il faut les accompagner. Donc, les personnes guéries sont toujours accompagnées. Voilà. Nous devons toujours les reconsidérer autrement. Enfin, vous avez évoqué justement le numéro vert que vous allez nous donner tout à l'heure. Mais donc, est-ce que, disons, justement, ce numéro vert-là est inclus dans une sorte je sais pas, de prise en charge mise en place justement dans le cadre de cette pandémie-là? Oui, parce qu'on avait assurer un projet de l'Union européenne. C'est à base de ça. Ce n'est pas un numéro vert, mais un numéro standard. Oui. Donc, c'est dans le cadre de cette lutte-là. C'est un numéro qui est communiqué dans toute la population, depuis ici jusqu'à Dapaon. Donc, il suffit que la personne bip, que nous la rappelons pour le besoin qu'il y a. Nous la rappelons plutôt pour ne pas les faire dépenser, vu qu'il y a déjà cet impact économique qui est là. On ne veut pas aggraver la situation. Voilà. Et donc, ce numéro est toujours dans le cadre de cette lutte-là. Et lorsqu'on appelle donc, la personne, peut-être, ça peut être la personne elle-même ou quelqu'un d'autre qui remarque peut-être un comportement chez quelqu'un qui peut également signaler, c'est ça? Qui peut également signaler, oui. Et maintenant, il y a des équipes mises en place pour se déplacer? Oui, ça dépend de la localisation de la personne. Si on bip sur ce numéro, et à supposer que la personne est à Cara, il y a des psychologues dans les centres de prise en charge là, on réfère cette personne au collègue qui est là, qui autre prend attache avec le demandeur et s'en occupe. Ouais. Et le numéro standard, c'est lequel? C'est le 90 et 47 et 11. 11. Donc le 90, 47, 11, 11. Pour la prise en charge psychologique, justement, de toute personne. Oui, de toute personne. De toute personne. Ce n'est pas seulement des personnes ayant fait la maladie ou présentant des signes de Covid. Ce numéro, c'est justement pour la prise en charge psychologique. De toute la population. De toute la population. Donc, si je vais rebondir un peu sur le côté de la vaccination, et bon, je remercie beaucoup le gouvernement, le chef de l'État, de n'avoir pas rendu ça
je ne sais pas, obligatoire. Obligatoire, voilà. Oui. Ça allait jouer justement sur Si la... on avait rendu ça obligatoire, on n'aurait pas cette adhésion-là. Voilà. Les gens vont vouloir défier cette obligation. Et bon, et puis aussi cette peur qui est là, qui n'est pas dissipée, cette peur qui anime des gens, ils ont des doutes et autres là. Et qu'on vienne maintenant leur imposer. Administrer ça, ça peut engendrer d'autres troubles psychiques, peut-être plus graves qu'on voit maintenant. Et on va incriminer le vaccin. Et ça ne va pas passer. Voilà. Donc je remercie vivement le gouvernement de ne l'avoir pas rendu obligatoire. C'est pourquoi nous nous mettons dans cette lutte-là à vraiment soutenir les uns et les autres, à les amener à comprendre, à posséder l'information et à décider d'eux-mêmes à aller. Et donc, déjà que la personne va au centre de prise en charge, ça veut dire qu'il a décidé de se faire, il a adhéré. Donc, vivement que ça reste comme ça et qu'on fasse plutôt ce travail-là, d'aider les gens à décider. Voilà, pour on leur donne le temps de décider. Voilà, à adhérer. Pour ne pas incriminer le vaccin. Pour ne pas imposer. Alors, professeur Daniel, il paraît que donc la stratégie est gagnante selon Madame. Oui. Moi aussi, je salue cette position. Le gouvernement n'a pas encore rendu obligatoire le vaccin. Parce que nous avons tous les arguments pour amener notre population à adhérer à la vaccination. En utilisant le bienfait du vaccin, les avantages que nous tirons de la vaccination. Et quand moi j'ai entendu il y a quelques jours Israël qui est en train, aujourd'hui, on est en train de fermer les centres de prise en charge de Covid parce que plus de 60% de la population est vaccinée. Ils n'ont plus de cas graves, les gens ne sont plus hospitalisés. Ils sont en train d'ouvrir les bars, les restaurants, les lieux de regroupement qui étaient fermés pour Covid. C'est des bénéfices de la vaccination. Moi-même, je disais tout à l'heure, quand on regarde le nombre de cas de contamination chez le personnel de santé, c'est une petite analyse. On voit que ce nombre diminue. C'est un cas positif. Donc, nous avons tous les arguments pour amener progressivement notre population à adhérer à la vaccination. Et de toute façon, le Togo n'est pas sur une planète Mars. Quand on regarde dans le monde entier, aucun pays n'a encore rendu la vaccination obligatoire. À part l'Italie qui l'a rendu obligatoire pour le personnel de santé. Donc, allons vers... utilisons tous les arguments positifs pour faire adhérer notre communauté, notre population. Et je pense que les gens le font déjà. La preuve, quand on avait arrêté, les gens ont commencé par crier, on a arrêté. Pourquoi? Parce que les gens veulent se faire vacciner. Donc, on est sur la bonne voie. L'envie est déjà créée. Les gens iront naturellement se faire vacciner pour qu'on, comme vous l'avez dit, pour qu'on n'incrimine pas le vaccin pour autre cause, alors que les vaccins n'en sont pour rien du tout. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup, professeur Daniel. Merci, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mais avant de vous laisser repartir, nous allons vous donner la parole justement pour lancer encore un appel, des appels à la population pour justement adhérer à cette stratégie vaccinale et surtout au respect des mesures barrières pour la lutte contre la pandémie. Alors, Madame Agoubli, nous allons commencer avec vous, si vous avez un mot à l'endroit des Togolais, justement. Ce que je voudrais dire est que si nous nous aimons vraiment, nous devons protéger notre santé sur tous les plans. Et donc, protéger cette santé-là signifie adhérer aux stratégies mises en place pour freiner ce mal. Quand nous sommes en bonne santé, nous allons retrouver nos habitudes de vie, notre qualité de vie, ça va s'améliorer. Et donc, je nous invite, tout un chacun, à vraiment continuer sur cette bonne voie sur laquelle nous nous trouvons déjà et à en arriver au bout de cette situation qui nous décime. Voilà, qui n'a que trop duré. Et justement, rappeler également, Madame Agoubli, le numéro, le 90 47 11 11, que toute personne peut appeler, toute personne qui constaterait peut-être des comportements
bon, on ne va pas dire anormaux, mais quand même, qui sentiraient justement une situation anormale qui pourrait biper le numéro. On la rappellera. On peut rappeler. Et ça pourra même nous aider encore à détecter les cas de suicide. Voilà. Il y a des gens qui développent, qui expriment déjà ces idées suicidaires-là, mais dont on ne fait pas attention. On n'est pas à l'écoute attentive de la personne. Tout le monde se cherche dans cette situation de Covid. Et donc, ça pourra aider la population à signaler des cas. Et on peut voler au secours des gens pour vraiment freiner. Réduire également ce taux. Voilà. Donc, malgré, en plus de cette situation que nous vivons, qui est dure, il ne faudrait pas ajouter encore d'autres situations désastreuses, on va dire. Merci beaucoup, Madame Afiwa Agbobli, que je rappelle, donc, qui est psychologue clinicienne de la santé. Professeur Koulou, votre mot de fin. Merci, Madame Anita. Alors, ce que moi je peux dire à la population, c'est que ça fait bien longtemps qu'on est dans cette situation assez désastreuse, un peu plus d'1 an. Et je pense que ce n'est pas le moment de faiblir. Il faudra continuer donc par respecter les mesures barrières et les mesures de restriction mises en place par le gouvernement. Et ce faisant, avec la vaccination, à laquelle j'appelle aussi la population à adhérer, on va pouvoir s'en sortir. Mais je voudrais rappeler que pour ceux qui n'aiment pas aller à l'hôpital, désormais, les centres de vaccination sont dans les stades à côté d'eux. Voilà. Donc, ils peuvent aller se faire vacciner. Mais bien avant d'aller, il faut s'enrôler sur la plateforme électronique en faisant le étoile 844 dièse pour s'enrôler. Et quand on n'a pas la possibilité de le faire parce qu'on n'a pas de téléphone ou bien on ne sait pas manipuler, on peut se faire aider. On peut se faire aider par quelqu'un qui a aussi sa carte d'identité, sa carte d'électeur. Voilà. C'est ce qu'il faut qu'on le dise. Pour les cartes d'électeur, on nous le dit, il faut utiliser la dernière carte d'électeur parce que c'est elle qui est valide sur la plateforme. Donc, voilà ce que je peux demander donc, à la population. Ensemble, on arrivera donc au bout de ce vilain virus. Merci beaucoup, professeur Koulou, médecin commandant Malewe Koulou, qui est professeur agrégé en immunologie. Professeur Dagnan, votre mot de fin. Oui, merci. Pour compléter d'abord ce que le professeur Koulou a dit par rapport à l'inscription sur la plateforme. Le étoile 844 dièse. Ça permet de s'inscrire. On n'a pas besoin de connexion Internet pour cela. Ça permet de s'inscrire partout là où on se trouve. Mais si on ne l'a pas fait, cela n'empêche pas d'aller dans les centres de vaccination. Si on le fait, c'est bien. Si on ne le fait pas, en tout cas, il ne faut pas que les gens disent que je ne me suis pas inscrit, donc je ne vais pas aller me faire vacciner. Non. Il suffit d'avoir sa carte d'identité ou sa carte d'électeur. Arriver sur place, on peut le faire. Ce que moi je voulais dire, je voulais inviter les Togolais à aller envahir massivement les stades et les vaccinodromes qui sont mis à notre disposition. Il y a 9 sites, 8 sites à Lomé. Il y a des sites au niveau de chaque région sanitaire qui sont connus. Allons envahir ces lieux pour nous faire vacciner, pour prendre nos doses, pour nous protéger. Comme il a dit, en dehors de ceci, si quelqu'un dit, moi, les vaccinodromes, moi, je ne peux pas. Il y a les formations sanitaires dans lesquelles on peut également aller se faire vacciner. Allons nous vacciner. C'est l'un des moyens sûrs pour qu'on se débarrasse à moyen terme du coronavirus, pour qu'on reprenne notre vie d'avant. Voici mon message. Merci beaucoup, professeur Dagnan, donc, pour votre message. Professeur Anou Dagnan, je rappelle, donc, qui est professeur de bactériologie, virologie, chef de laboratoire Covid au CHU Sylvanus Olympio et également membre du conseil scientifique. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous avez donc compris une fois encore l'importance de la vaccination dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Et comme l'a dit professeur Dagnan, envahissons donc les vaccinodromes. Nous faisons nous vacciner pour lutter contre la maladie et éviter les désagréments que nous rencontrons et même les désagréments psychologiques que nous avons évoqués justement dans cette émission. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Le rendez-vous, c'est vendredi prochain. Bonsoir.